boutade aussi ce qui se passe à Brest, qui est la seule métropole où théoriquement on mange à peu près à sa faim. Je ne parlerai pas des conditions, puisqu'on est en plein dans l'agriculture industrielle, mais on a un milieu associatif qui est au moins aussi présent qu'à Paris au niveau de l'agriculture urbaine. Et on constate, comme on le voit ici sur ce rond-point, qu'on construit des potagers au péril des bresticulteurs. Hein. Je fais un clin d'œil aux pariculteurs chers à notre maire de Paris. Et puis des automobilistes. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir ces questions-là. Je rappelle quand même que sur Paris, il y a un PLU et des directives très fortes pour favoriser l'agriculture urbaine. Et en parallèle, dans toutes les crèches où il y a un petit jardin potager, on nous demande de remplacer la terre tous les ans. Donc selon les discours, la question de la pollution urbaine est plus ou moins présente. Alors, pour revenir à Bordeaux, dans le territoire administratif, ce que je trouve intéressant et ce sur quoi je milite en tant que paysagiste, c'est pas du tout sur l'agriculture, c'est pas mon domaine de compétence, mais plutôt sur le fait d'avoir des sols fertiles. Je rejoins un peu le débat précédent, et notamment le sol de pleine terre. Alors, je ferai pas de procès d'intention aux architectes qui, en construisant, suppriment de la pleine terre, mais je pense qu'il y a un vrai souci sur les terrains hors sol qui, même s'ils arrivent à produire, on sait que c'est des investissements assez onéreux, beaucoup plus onéreux que la pleine terre, et en plus, ils sont tributaires d'un entretien qui est tout aussi onéreux, et quand j'entends parler de ce type d'expérience sur du HLM, je rigole doucement parce que je sais que les budgets d'entretien, c'est peanuts, ça coûte très cher et qu'on aura de la friche d'agriculture urbaine bientôt. Mais est-ce qu'on peut atteindre la rentabilité économique sur ces parcelles d'agriculture urbaine? Il y a certaines expériences en cours, je pense à Topager ou à Agripolis, qui ne sont pas encore rentables, mais disent on peut arriver vers une rentabilité agricole si on a des surfaces suffisantes sur des toits, par exemple. Alors, la question de fond en ville, c'est qui dit agriculture dit agriculteur, et qui dit agriculteur, c'est être sur son lieu d'exploitation. Donc, quand je vois les prix à Paris pour se loger, je doute que ce soit avec un revenu d'agriculteur qu'on puisse le faire. Alors vous pouvez toujours subventionner, mais en tout cas, je trouve que ça pose quand même des questions de fond. Alors pour revenir à Bordeaux, ce qui est intéressant, c'est de se voir, c'est qu'au-delà des limites administratives, on voit bien quand même qu'on risque pas de mourir de faim ni de soif. Alors, s'il y a des agriculteurs bordelais qui sont parmi nous, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous obliger à vous transformer en maraîcher. J'aime bien boire, notamment le Bordeaux, donc je pense que la valeur ajoutée est bien plus forte que les salades. Sachant qu'il y a une vallée maraîchère à Bordeaux. Voilà. Et ce qui me semble intéressant en pleine ville, c'est de voir qui sont les dépositaires, finalement, de l'espace de pleine terre. Il y a quelques agriculteurs, il y a tous les propriétaires fonciers privés. Je repense à Imauchamp, dont on avait un représentant tout à l'heure. Figurez-vous que le hasard a fait qu'il y a 23 ans, j'ai passé mon diplôme de paysagiste et le site que j'avais étudié, c'était pour faire un hypermarché à Bouliac. Mais comme il y a eu le carrefour à Bègle qui s'est construit, eh bien, Bouliac s'est transformé en espace agricole. Donc j'en suis ravie. Et donc vous voyez en bleu, les surfaces occupées par tout ce qui est service de la ville, et puis en vert sur toutes les parcelles privatives, puisque ce soit en habitat ou d'un point de vue économique, les activités ont très souvent en fait des espaces de pleine terre. Alors malgré tout, ça pose la question de la qualité de ces sols qui, en situation urbaine, sont très souvent pollués. Vous me posiez la question de la rentabilité de l'agriculture urbaine. Je préférais parler d'agriculture périurbaine, et notamment en région parisienne, on a des exemples comme la ferme de Galy, avec des gens comme Xavier Lureau qui est propriétaire de la ferme de Galy. Et l'enjeu, pour pouvoir lutter contre l'étalement urbain, c'est bien d'avoir en fait des produits à forte valeur ajoutée et de s'adapter à la clientèle locale. Un petit clin d'œil quand même, j'ai passé 4 ans dans ce qu'on appelle du paysage urbain comestible. J'ai eu la chance de faire mes études dans le potager du roi. C'est un peu aristocrate comme situation, mais c'est le hasard des études. Donc tout ça pour vous dire que, on va dire, du paysage urbain comestible, c'est pas nouveau, surtout en ceinture urbaine. Le Marais à Paris, il y a très longtemps, justement, c'était une zone maraîchère.
Et donc c'est un grand classique. Alors effectivement, ces zones reculent, mais de là après à en réintroduire en centre-ville, je vois pas trop l'intérêt, hormis dans des dimensions patrimoniales qu'on peut avoir la chance de pratiquer. Je rappelle un élément qui est très absent du débat, c'est la question de la recontextualisation des débats. Dès qu'on parle d'une situation locale, on nous renvoie à l'humanité qui va bientôt faire 9 milliards d'humains, et quand on parle du global, on nous renvoie à des situations locales. Je voudrais rappeler quand même que l'agriculture, c'est quelque chose hautement culturel et très fortement lié au climat et au sol et à la géologie. Je vous ai remis des cartes qu'on a eues tous dans nos cahiers de collège, pour vous rappeler quand même que chaque région a ses spécificités et que ça a bien une valeur à la fois fondamentale, c'est qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi partout. Et ces spécificités de territoire, elles se heurtent aussi à la question de l'alimentation des urbains. J'ai vu que vous aviez le dernier numéro de la revue Urbanisme où il y a un dossier très bien fait qui est consacré, avec le rédac-chef qui expliquait d'ailleurs que depuis 1932 que la revue existe, c'est la première fois qu'ils ont consacré un dossier à ce sujet. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un phénomène de masse. Au-delà des régions avec leur singularité paysagère et culturelle, un petit clin d'œil sur les ortillonnages d'Amiens pour dire aussi qu'il y a des situations d'agriculture urbaine assez anciennes, ou ici en périphérie de Genève. Et je rappelle un petit clin d'œil, c'est au début de la Seconde Guerre mondiale, les Suisses ont mis en place ce qu'on appelle le plan Wallen, qui visait à l'autosuffisance alimentaire, en prévision justement du conflit, et puis sachant que Londres était devenu un vaste potager pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les paysagistes, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré au départ des motifs agricoles, et puis on en est venu à utiliser des techniques agricoles, voire travailler avec des agriculteurs dans des soucis économiques de gestion du territoire. Les premiers ont été toutes les expériences d'agriculture alternative qui se sont faites dans les parcs naturels régionaux. Et donc progressivement, des éléments phares tels que le parc du Saussé de Michel Corajout dans les années 80 en région parisienne, le parc de la Deule à Lille, où en fait on a assisté à des situations très hybrides entre monde du paysage et monde des architectes. Et puis on a quelques cas même de paysagistes qui ont fait le choix de devenir agriculteurs. Et donc on assiste à des paysages hybrides où, comme on le voit ici, ce sont en fait des bassins de rétention, mais dans une gestion agro-pastorale. Donc on voit que les frontières, elles sont floues. En urbanisme aussi, alors je vous éviterai quelques acronymes, mais sachez que les outils de l'urbanisme planificateur sont maintenant très efficients. Le Grand Lyon les utilise pas mal, notamment dans la plaine des Chers, pour justement préserver de la terre agricole. Autre démarche aussi, ici je vous montre un exemple de projet de Smart City sur lequel j'ai travaillé, où à l'échelle du quartier on s'est posé la question de l'autosuffisance en fruits et légumes. Alors ça marche bien à l'échelle du quartier, mais comme vous le voyez, en fait on va à l'encontre de la densité qui par ailleurs est très demandée en ville. Donc voilà, comme première approche, vous comprendrez que je suis en dehors de la pensée commune sur l'agriculture urbaine. Et alors on vient de voir comment les paysagistes pouvaient se saisir un peu de cette question agricole. Donc moi je me pose la question, comment les architectes se saisissent de ça? Je pense qu'on est un peu sur un point de vue complètement opposé. On a vu avec leur planchet que l'agriculture hors sol, c'était pas votre tasse de thé. Pourtant, on voit fleurir des initiatives d'agriculture hors sol sur les toits. J'ai parlé de Topager, j'ai parlé d'Agripolis. C'est de l'aéroponie sur les toits. Anouk Legendre, dans votre ambition, dans vos projets, c'est de remettre du vivant dans la ville. C'est de construire des bâtiments qui ne soient plus seulement passifs mais actifs. En gros, de faire une cité productive et qui ne soit plus seulement consommatrice. Donc, vous, comment est-ce que vous réagissez à ces propos et comment, par exemple, avec votre projet Algonomade, comment vous répondez à cette demande d'intégrer l'agriculture dans l'architecture? Alors, peut-être si j'avais mon PowerPoint, ça serait bien. C'est lui Non.
Enchaîner et les images arriveront. Ouais. Ouais. Nous, on pense que avant que les architectes s'emparent du sujet, il y a d'abord eu les habitants. Et Édouard François tout à l'heure parlait du désir des jardiniers et des habitants qui ne sont pas jardiniers. C'est très important. Et à Paris, par exemple, ça a fait une vraie révolution. C'est en train de faire une révolution qui est la conquête des toits. Et c'est pas qu'à Paris. L'autre jour, j'ai une amie qui était à Hong Kong. À Hong Kong, en un an, elle a vu les toits verdir complètement. Et nous-mêmes, dans notre quartier, on voit que tous les habitants, nous compris d'ailleurs, s'emparons mutuellement des toits qui sont autour de nous. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. On parle alimentation, on parle rentabilité. Enfin, il y a quelque chose qui est au moins aussi important, c'est le plaisir qu'on a à conquérir de nouveaux lieux, à faire pousser une plante, à manger une plante qu'on a fait pousser. Voilà, c'est pas une question de production, c'est une question de façon d'être. C'est aussi une question de prise de position des habitants par rapport à l'espace. Les architectes, ils sont... Ah, pardon. Voilà, les toits. On voit la conquête des toits. Voilà, la conquête des toits qui peut être faite absolument de façon low-tech. On n'est pas obligé d'avoir des systèmes technologiques. On peut faire soi-même avec des sacs, des choses qui poussent voilà, spontanément à partir sans qu'on s'en occupe. Là, une façade qui a poussé toute seule à partir de rien finalement et sans qu'on s'en soit jamais occupé. Et voilà, c'est important ça parce que nous autres architectes, on a une mission, c'est de loger les gens. Et en fait, ça fait des dizaines d'années qu'on loge les gens dans des cases. Et en fait, on organise un patrimoine, on organise une ville, et finalement, les gens ont été enfermés dans leurs cases. Les réglementations elles-mêmes, elles parlent de cellules de vie. Il faut se rendre compte de ça, c'est dans la tête des gens et dans l'espace. Tout le monde est enfermé parce que personne n'a la possibilité d'agir soi-même sur son environnement en dehors de l'environnement qu'il a acheté ou qu'il a loué, c'est-à-dire dont il a acquis la propriété. Et finalement, conquérir une partie de la ville, conquérir les toits, même avec des moyens aussi simples et aussi low-tech, faire cultiver des légumes dans des cageots, et ben c'est déjà un acte très fort parce que ça permet de sortir de la case dans laquelle les habitants ont été enfermés. Et notre société moderne, elle a besoin d'une autre attitude et d'une attitude où les gens osent faire des choses sur leur environnement, leur cadre de vie, leur société. Et je crois que c'est plus fort que ce qu'on pense. C'est pas une question de culture, c'est une façon d'être. Alors les architectes, ils sont arrivés après ça. Et finalement, il y a eu les réinventer Paris, les réinventer la métropole, et c'est quand même intéressant parce que ça a permis de faire des démonstrateurs. Et on a fait d'abord des bâtiments, et des bâtiments comme celui-là, un démonstrateur pour faire de la biodiversité dans la ville, un démonstrateur pour cultiver les microalgues dans la ville, et finalement transformer l'industrie chimique en industrie biologique ou en culture biologique qui va s'emparer des murs de la ville. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce projet de microalgues donc Ah pardon. Oui, en fait, on prend les façades des villes, les façades avec des vitrages, et à l'intérieur des vitrages, on met de l'eau, et à l'intérieur de cette eau, on a du plancton qui pousse, et avec ce plancton, on fabrique de l'alimentation, des médicaments, des produits qui jusqu'à présent sont fabriqués par la chimie de synthèse à partir des pétroles. L'idée, c'est de supprimer et de venir concurrencer sur son terrain l'industrie chimique pour le remplacer par de la biologie. C'est aussi une prise de position de l'espace et aussi voilà, comment faire participer la ville à quelque chose qui est une petite révolution par rapport à la suprématie de la chimie sur notre monde. Et j'ai expliqué assez le micro-algue. Oui, c'est bon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, qui est une réflexion sur un bâtiment, avec réinventer la Seine, réinventer la métropole, on va arriver à d'autres échelles, où on va considérer que c'est plus le bâtiment qui doit être un support du végétal, c'est tout le quartier, c'est les habitants qui vont être avec. En partant d'abord de la dimension sociale.
Par exemple, dans certains projets, enfin, je pense qu'on en est plusieurs à travailler sur des concepts comme ça. En fait, on va produire sur place dans la ville et on va faire des marchés à partir de cette production. Et finalement, les habitants vont être associés à ça. Par exemple, ici, à Éole Évangile, en fait, on a tout un site qui est un multicouche où il y a des habitations et des habitants qui sont partie prenante financièrement dans un marché dans lequel on va produire avec des start-up et des agriculteurs et dans lequel on va commercialiser et les habitants auront leur mot à dire là-dedans. Et finalement, la façon de travailler des architectes, elle évolue. Avant, on était seul, on faisait des bâtiments. Maintenant, on fait des écosystèmes avec des agriculteurs, des maraîchers, des start-up et des tas de gens. Et voilà. Et c'est en train de faire un écosystème social. Et puis, en allant plus loin, on s'aperçoit avec les grands démonstrateurs qu'on nous demande de faire à l'échelle macro-urbaine, finalement, avec Réinventer la Seine, Réinventer la métropole, que peut-être il faut aller sur une prise de position encore plus forte. Par exemple, sur Réinventer la Seine, on était tous les deux concurrents sur un site qui était une ancienne usine des eaux. C'était génial. À 2 pas de Paris, à Ivry, un plan d'eau vide. Une usine qui marche et on pouvait garder en eau. Et on nous demandait d'urbaniser tout ça. Et on s'est dit, mais pourquoi on accepte de laisser faire ça? Pourquoi on accepte d'urbaniser? C'est pas parce qu'on est architecte qu'on doit accepter ça. Pourquoi on va pas plus loin et pourquoi on construit pas en haute densité là où il n'y a pas les bassins et pourquoi on libère pas les bassins pour que tout le monde puisse en profiter et pourquoi on fait pas venir les agriculteurs et les éleveurs et les pisciculteurs pour s'emparer du site et à créer un grand espace public, collectif, un parc de loisirs qui est aussi un parc agricole, un parc cultivé par les agriculteurs, et pour faire revenir les agriculteurs, la nature aussi dans la ville et faire un grand jardin participatif. Voilà, on s'est dit ça fait un grand écosystème. C'est une nouvelle façon d'aborder la question du projet. On construit même plus au lieu de construire. Sur les bassins, on a tout construit de façon très dense à un endroit. Vous laissiez les bassins libres, du coup. Et on a laissé les bassins libres. Bon, on a perdu. Celui qui a gagné, il a construit. Mais bon, voilà, c'est la leçon. Peut-être qu'une autre fois. Le projet lauréat réutilise les bassins aussi pour faire... Oui, mais il a quand même construit 80% de la surface. Voilà. C'est pas la même attitude. C'est pas la même approche. Oui. Soit on est dans le refus de l'étalement urbain, parce que c'est vrai que dans le futur, on ne pourra pas continuer à laisser les villes s'agrandir sur les territoires agricoles. C'est un vrai scandale. On est quand même très chanceux en Europe d'avoir un climat qui permet d'avoir des paysages aussi fertiles. Et on laisse urbaniser des terrains agricoles, c'est pas possible. À ce sujet-là, moi je trouve ça un peu contradictoire de vouloir grappiller des mètres carrés, des micro-hectares en ville, en centre-ville, tout en construisant, tout en artificialisant des sols arables. Pour Opacity, par exemple, il y a une démarche dans l'agriculture urbaine de manière générale. Moi je trouve ça un peu contradictoire, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mais en fait, personne n'a dit que Opacity c'était vertueux. Pardon ? Enfin, je crois que personne ici va dire que Opacity est vertueux. Enfin, c'est les terres les plus fertiles du monde et enfin, je pense que justement Opacity est un projet qui a commencé à une certaine période et le temps change et c'est discuté et peut-être que dans le futur ou dans les résultats de Réinventer la métropole vont apparaître d'autres types de projets parce que le cas d'Europacity n'est pas seul. En fait, c'est toute la question de réinventer la métropole. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires fertiles? Est-ce qu'on les urbanise ou pas? Et je pense que d'autres façons d'urbaniser vont apparaître, d'autres façons de valoriser l'agriculture. Et c'est une période charnière où peut-être que l'Europacity de demain ne sera pas comme celui d'aujourd'hui. On reste dans une tension entre densifier les espaces existants, donner un choc d'offres, pour reprendre les mots du gouvernement, en logement, et d'un autre côté garder des terres arables qui sont très proches des lieux de consommation. On parle du triangle de Gonesse. Moi je pense qu'on voit cette tension entre d'un côté offrir du logement à tout le monde et conserver des terres arables aux portes de Paris. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Nous on pense que en fait le futur il sera dans la densité. Il va falloir densifier les villes pour que ça s'étale pas.
Et pour densifier les villes, il va falloir qu'elles soient supportables, parce qu'actuellement, elles ne sont pas supportables. Les gens, ils ont besoin de voir des plantes, de voir de la nature. Ils ont besoin d'être dehors et de ne pas être enfermés chez eux. Et c'est pour ça qu'il faut inventer, et les architectes sont là, il faut inventer de nouvelles formes de villes, des nouvelles formes d'urbanisation, pour permettre aux gens de jardiner, pour laisser la nature entrer dans la ville. Et c'est pour ça que les agriculteurs aussi peuvent nous aider. Et peut-être que demain, la ville sera cultivée. Donc le végétal pour rendre vivable la densité d'une certaine manière. C'est ça que votre approche peut être... Parce que pour des raisons énergétiques, on n'aura pas d'autre choix que la densité. Bien sûr. Et aussi parce que demain, l'agriculture aura à produire beaucoup d'autres choses que ce qu'elle produit aujourd'hui. Aujourd'hui, elle produit de l'alimentation. Demain, elle fabriquera presque tous les matériaux de construction. Il y aura une concurrence sur les sols agricoles. Donc on ne peut pas laisser les villes s'étaler. Enfin, c'est une responsabilité mondiale. Il y a tellement de pays, de continents qui ont pas de terre fertile. Alors on ne peut pas laisser faire ça. Donc on voit à travers cette tension entre d'un côté le besoin de densification et le besoin de conserver des terres agricoles, on constate une coupure peut-être entre les espaces urbains et les espaces ruraux, entre l'activité, entre la production de la ville et la production agricole. Augustin Rosenstiel, vous avez répondu à cette coupure de manière un peu iconoclaste en 2005 avec votre à Rennes avec votre tour vivante. C'était un chouette projet qui n'a pas été retenu, mais qui était un projet de ferme verticale. Vous, aujourd'hui, vous proposez de raconter cette coupure entre ruralité et production de la ville d'une manière un peu renouvelée. Est-ce que vous pouvez détailler votre point de vue là-dessus? Oui. Bon, on a tous les mains dans la tambouille et savoir ce que c'est que l'urbanisme agricole, est-ce que ça s'oppose à la question de l'agriculture urbaine, c'est des questions qui reviennent en ce moment évidemment énormément. Donc nous, on travaille, on mène actuellement un travail collectif situé dans l'Île-de-France et donc avec le laboratoire, avec l'IAU et avec la Pure, en partant un petit peu de ce constat alarmant qui est celui de la réduction drastique des terres agricoles, puisqu'elles ont réduit par quasiment de moitié depuis un siècle, une réduction drastique aussi de la population agricole, et pour essayer de se poser la question de savoir si on peut adopter des postures comme ça, créer des cartes, des outils d'aménagement qui diraient où est-ce qu'il est légitime de construire, où est-ce qu'il est légitime de cultiver. On n'est pas bien sûr qu'on soit capable de répondre à cette question, d'abord parce que le matériel cartographique n'existe pas. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une carte de la valeur agronomique des sols en Île-de-France, elle n'existe pas. Donc le travail qu'on fait, c'est un travail collectif qui consiste d'abord à essayer de comprendre un petit peu mieux le territoire de l'Île-de-France et comment finalement ce divorce entre l'agriculture et la ville s'est fait, quels ont été les processus de séparation de ces deux fonctions. Voilà, donc elles se sont décomposées et nous on a regardé ça de près avec l'IAU et avec la Pure pour le comprendre et le rendre un peu intelligible comme ça. Et puis après, on travaille à une proposition d'urbanisme agricole, là c'est un collectif, avec Rémi, avec Xavier Leroux, les fermes de Galie, avec Biodiversita qui s'occupe des questions de biodiversité, mais aussi avec des constructeurs pour voir comment est-ce que un collectif d'acteurs peut proposer une forme d'urbanisme agricole en Île-de-France. Alors, rapidement, je vous raconte comme ça un petit peu comment est-ce qu'on a compris cette séparation ville-agriculture à travers finalement les trois grandes influences du XXe siècle que sont la tradition, le renversement de la modernité et la crise environnementale. Ce qui est saisissant quand on met le nez un petit peu dans le matériel d'archives. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon, c'est pas. Je crois pas. Tac, Rémi. Tac. Bon, c'est que évidemment, avant merci. Avant la modernité, on distingue tout ce qui est
urbain dans la campagne, tout ce qui est agricole dans la ville, mais aussi tout ce qui est agricole dans la nature. Donc il faut voir qu'au début du XXe siècle, les fonctions urbaines sont partout autour de la campagne d'Île-de-France. Je veux dire qu'il y a partout des usines, il y a partout, les champs sont parsemés de maisons, il y a une présence humaine extrêmement forte partout dans ce qu'étaient à l'époque les pays de France, donc le Vexin, l'Urpois, etc. Mais que toute cette région est donc très habitée d'un certain nombre d'éléments urbains, comme par exemple un réseau de transport tram mixte, public et matériel agricole extrêmement fourni. Et puis évidemment, en ville, il y a beaucoup de production, donc on trouve des images très très saisissantes, il y a vraiment beaucoup de vaches dans Paris, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc la ville était beaucoup moins polarisée à l'époque. Beaucoup moins polarisée. Et enfin, quelque chose aussi de très étonnant, c'est que la nature est pas du tout ce qu'on en a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est d'abord travaillée quand elle n'est pas cultivée. Il y a beaucoup d'activités agriculture dans ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, une catégorie dans les bois et dans les forêts. Elle est en recul en période de disette, mais on la cultive en permanence, elle est très habitée, et on voit ici les multiples métiers, la cueillette, mais aussi les architectures qui habitent ces forêts. Évidemment, le renversement de la modernité a été radical et avec la conséquence d'une réduction totale de la variété et celle donc du zonage. Et on voit bien dans cette carte, par exemple, la conséquence de ce zonage, puisque on voit à gauche la vie collective, l'habitat collectif. En noir, et en jaune, l'agriculture francilienne qui est à 90% une monoculture céréalière. Et le vide qu'il y a entre les deux, eh bien, est essentiellement rempli par les zones monofonctionnelles de l'urbanité, c'est-à-dire les zones d'activité, les zones industrielles, l'habitat individuel. Mais on se rend compte aussi, et c'est ça qui est assez saisissant, c'est que la modernité finalement a, au contraire, inventé une nature beaucoup plus diverse. Elle a inventé un concept de nature qui est lié au loisir, qui n'existait pas avant. Et les catégories de nature sont, elles, au contraire, devenues beaucoup plus riches. Aujourd'hui, on distingue les golfs, les parcs, le sport. Enfin, il y a un concept de nature qui est beaucoup plus varié. Avant, la nature était agricole. La nature était agricole, voilà. L'agriculture était pareil. Voilà. Alors, on voit dans cette carte en haut comment les espaces dits naturels aujourd'hui d'Île-de-France, eh bien, sont lardés de chemins. Là, c'est une carte des chemins piétons en Île-de-France. Et que dans les zones agricoles, eh bien, ces chemins sont rompus de partout, discontinus. Voilà. Et enfin, la crise environnementale qui, elle, a encore été un renversement et un bouleversement dans la définition de la nature, puisque ça devient une nature qui est un patrimoine vivant et presque une nature comme ça, sans homme, quoi, quelque chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux grands événements, finalement, ont successivement privé l'agriculture de ses liens fondamentaux avec la nature, avec l'urbanité, avec les transports, avec le fait que c'est un lieu de destination. Donc, pendant que les sommets de la Terre et toutes les prises de conscience environnementales ont occupé tous les esprits, l'activité agricole, elle, en Île-de-France, n'a pu prendre que de très faibles mesures, c'est-à-dire que finalement, l'agriculture conventionnelle s'est contentée de planter des arbres un peu comme ça autour des fermes, alors qu'en ville, la mutation a été très très forte. Et là, on a noté un peu ce processus. Donc on voit un immeuble haussmannien, qui est une façon traditionnelle d'avoir un rapport avec la nature qui est plutôt symbolique, avec un immeuble de la modernité qui, lui, a un rapport très contemplatif avec la nature. Et puis, à gauche, un immeuble d'Édouard François qui, lui, fusionne totalement avec la nature. Donc c'est cette espèce d'attitude biophile de la ville. Et enfin, finalement, l'agriculture urbaine qui, elle, emboîte le pas à cette tendance biophile.
Mais il faut bien savoir que là, il y a une déconnexion avec le monde agricole qui est certaine, puisqu'on peut même se demander ici si c'est vraiment de la nourriture qu'on veut cultiver ou si c'est pas de la nature qu'on veut cultiver. Vous faites vraiment la différence entre nature et culture, d'une certaine manière, culture agricole. Voilà, enfin, ce dont on se rend compte, c'est que la façon dont on a redéfini la nature, finalement, explique beaucoup la séparation. Cette séparation qu'on voit aujourd'hui. Cette séparation. Et alors, ça nous amène vers une autre question, parce que déjà, ça nous calme un peu l'envie de raisonner, de refaire des plans d'aménagement pour dire c'est là qu'il faudrait construire, c'est là qu'il faudrait cultiver. Et ça nous amène vers une autre question, qui est celle de qui cultive. Et là, j'ai amené cette carte, qui est une carte de Flipono, qui est un géographe, et qui a fait un travail fantastique et à peu près la seule source un peu riche sur l'agriculture en Île-de-France dans les années 40. Et il a fait beaucoup de cartes sur les travailleurs agricoles. Et là, c'est une carte qui montre que, d'abord, la présence des agriculteurs est plutôt très très forte dans la première couronne de Paris. D'accord ? Et la carte suivante, elle montre la part des étrangers dans la production agricole. Et c'est très intéressant parce que finalement, ce géographe nous explique que ce qui rend très intéressant ces études, c'est la grande ville et c'est la diversité de la population qui rend cette activité agricole urbaine très riche. Ça soulève deux questions. D'abord, si on veut savoir qui sont les étrangers, on peut se demander de savoir si c'est parce que ça coûte moins cher. Est-ce que c'est des ouvriers agricoles qui arrivent là? Et comme le travail, c'est une question difficile dans l'agriculture, voilà, ça soulève cette première question. Mais on se pose aussi de savoir qui est étranger à la famille. Et là, on peut donc se reposer la question de l'évolution entre tradition, modernité, crise environnementale, et se rendre compte qu'on est passé plutôt d'une agriculture mode de vie, celle du paysan qui travaille, mais dont les conjoints travaillent, et donc dont toute la famille travaille, à une profession, agriculteur, qui elle travaille dans des heures de travail, qui est confrontée au droit du travail, et se demander qui va remplir le différentiel dans les heures de travail. Et d'ailleurs, beaucoup des initiatives d'agriculture urbaine que leur plancher décrit sont aussi assurées, les main-d'œuvre sont souvent assurées par des métiers en insertion, voire des populations en handicap. Et ça pose des questions très délicates du genre, est-ce que les réfugiés pourraient travailler? Est-ce que la question du travail agricole s'ouvre? Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, il y a plus que 5000 agriculteurs en Île-de-France, d'accord, en Île-de-France. Voilà, contre 90 000 en 1900, et sans compter les conjoints, donc et les enfants, etc. Donc on peut multiplier ça par 10, voilà. Et donc ça, c'est une vraie question qui, on pense, précède celle de la carte. Voilà, c'est qui va cultiver. Et donc les deux grosses questions pour nous, pour ce chantier qu'on s'apprête, on s'apprête nous à donner une réponse plutôt dans l'ordre de la filière, ce qui a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Vous avez écrit la filière agro-urbaine précède le dessin de la carte. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que, évidemment, la réponse, plutôt que de zoner l'agriculture, les activités agricoles, les activités urbaines, on pense que la réponse, vu que les agriculteurs sont plus assez nombreux, ne peuvent pas porter sur leurs épaules à eux seuls tout cet héritage, c'est évidemment une filière beaucoup plus vaste, donc c'est un collectif de métiers. Je peux vous donner un exemple, par exemple, on travaille avec le collectif sur la filière bois. Aujourd'hui, on veut faire des tours en bois. Il y a une tour en bois qui est le sujet de Woodrise à Bordeaux la semaine dernière. Voilà, à Bordeaux. Ce qui suppose qu'on va planter du bois, ce qui suppose qu'on va le transformer. Et on veut aussi des espaces publics boisés. Donc il y a aussi les métiers de la ville qui sont concernés. Donc c'est comment est-ce qu'on enchaîne un certain nombre de métiers qui aujourd'hui sont séparés et qui tout d'un coup sont concernés par la même chose. Donc on travaille sur la filière bois, sur les grandes cultures, en essayant de ne pas tomber dans les filières agricoles de la PAC et de réduire un petit peu ce que serait que... Voilà, c'est plutôt des filières croisées
que les filières agricoles en elles-mêmes. Donc là, on passerait de l'agriculture à la sylviculture urbaine. Voilà, donc ça fait des projets d'urbanisme, parce qu'après, il s'agit de traduire ça concrètement dans l'espace public, donc depuis les lieux de culture jusque sur les chantiers, en l'occurrence quand on parle de cette construction bois. Voilà. Et donc, les deux grandes questions qui se posent là, comme ça devant nous, sur lesquelles on est en train de travailler, bon, il y en a beaucoup évidemment, mais j'en ai cité deux. La première qui est représentée par ce schéma et qui dit que aujourd'hui on sait que l'agriculture et la biodiversité sont diamétralement opposées, non pas seulement parce qu'on emploierait des biocides, mais parce que partout où on met des engrais et là partout où ils se dispersent, eh bien, ça favorise le règne d'une minorité d'espèces, d'accord. Donc ça, c'est quand même, aujourd'hui, enfin là, c'est notre spécialiste de la biodiversité, donc Florent Hiver, avec lequel on travaille là-dessus. C'est totalement vrai aujourd'hui. Donc les lieux de biodiversité sont vraiment extrêmement réduits. D'ailleurs, ils sont parfois en ville. Par contre, en 1900, alors que le territoire était 2 fois plus agricole et qu'on nourrissait, il y avait bien des engrais, c'était pas le cas. La biodiversité était quand même beaucoup plus riche. On a commencé en parlant de divorce. Comment résoudre ce divorce ? Justement par ces filières. Et puis alors, il y a une autre question qui est celle, je disais tout à l'heure que l'agriculture conventionnelle, alors j'aime pas trop tailler comme ça, bon, on va dire, la majorité de l'activité agricole francilienne a peu montré sa réaction à la crise environnementale et parce qu'empêtrée dans les marchés, parce qu'empêtrée dans la politique européenne. Et donc, je disais qu'ils ne sont contentés que de planter des arbres autour des fermes. Heureusement, c'est pas vrai pour tout le monde d'abord. Et puis, beaucoup de ces acteurs, même conventionnels, ont commencé la reconversion de leur offre. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas vraiment le choix de ce qu'ils cultivent, mais par contre, la ferme a commencé à devenir un bâtiment qui s'hybride avec d'autres programmes et redevenir un lieu de destination. Et on voit sur cette carte, à gauche, en jaune, ce sont toutes les fermes d'Île-de-France. Et ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que la création des nouveaux transports et des réseaux ferrés ne prend pas encore vraiment en compte les fermes comme des lieux de destination, puisque vous avez à droite les seules fermes d'Île-de-France qui sont desservies à moins de 15 minutes à pied dans le transport en commun. Alors les transports en commun ne prennent pas toujours déjà en compte l'urbanisation en tant que telle, donc j'imagine que prendre en compte les fermes, c'est encore un peu loin dans la tête des décideurs. Avant de terminer, j'aimerais quand même entendre Rémi Jalin sur cette histoire de coupure entre le monde rural et le monde urbain. Vous dites carrément que la ville se construit aux dépens de l'agriculture, ce qui est une vision. Alors juste vous introduire rapidement, vous êtes peut-être le plus agriculteur des paysagistes, ça va, je me suis pas trompé. Vous êtes diplômé donc de l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, donc et vous êtes spécialisé sur les projets agricoles. Vous faites un paysagisme agricole. Oh, oui, en partie. Enfin, c'est-à-dire, je travaille depuis à peu près 10 ans avec mon frère, donc qui est architecte. Où on s'intéresse, ou en tout cas on travaille principalement sur des questions liées à l'agriculture, aussi à l'espace rural. Et puis ensuite, l'agence est basée à la fois sur la ferme familiale, en fait, où on a grandi, qui est une ferme d'élevage qui se trouve dans le nord du département de la Loire, pas très loin de Lyon, en tout cas dans le Massif central. Et puis l'agence est aussi à Lyon, on a ces deux positions, à la fois plus urbaine physiquement et puis plus rurale, et avec ces questionnements autour de l'agriculture, autour de la ruralité, mais aussi de l'urbanité. Et ensuite, alors de manière un peu plus personnelle et toujours liée à cette ferme, donc je suis en train de reprendre cette ferme qui jusqu'ici était tenue par notre mère, qui est une ferme en agriculture biologique, depuis 25 ans, qui fonctionne aussi entièrement en vente directe depuis presque 30 ans. Et avec donc ce projet pour moi de m'investir, donc en venant du paysage et en étant paysagiste dans ce projet agricole, ou en tout cas d'être agriculteur paysagiste, ou en tout cas de totalement hybrider les deux et d'approcher l'agriculture aussi par le paysage et par la question spatiale ou l'approche spatiale. Vous approchez l'agriculture par le paysage ou le paysage par l'agriculture ? Après, c'est un peu les deux. Pour moi, les deux sont un rapport à l'espace, une manière de construire, c'est une manière de faire de l'espace, de le vivre, de l'habiter, de le pratiquer, de le percevoir aussi et d'y être.
Donc pour moi, en tout cas, la frontière est totalement floue entre ces deux pratiques. Mais voilà, ensuite, pour revenir sur ces questions qui sont récurrentes et qui, on sent aussi commencent à être un peu dépassées, entre cette opposition qui reste encore un peu persistante entre rural, entre urbain. Nous, en tout cas, on part plus du principe. Enfin, déjà, justement, je trouve intéressant aujourd'hui, sachant que le sujet qui est posé, celui de l'agriculture urbaine, de parler des campagnes et de parler depuis aussi les campagnes. On aurait tendance à tenir ou à contenir aujourd'hui l'agriculture urbaine dans les centres urbains, voire les espaces périurbains, sans finalement dire ce que les campagnes aussi peuvent, de quelle manière elles peuvent y participer ou inventer imaginer aussi ce que peut être l'agriculture ou ses futures agricultures. Et après, justement, et par rapport à ça, moi, ce qui me paraît important, et on part toujours un peu de ce préalable, mais c'est de partir aussi du constat que l'agriculture, disons plus historique, en tout cas celle qui fabrique l'essentiel des campagnes, vit quand même une sorte de révolution urbaine qui est sans précédent. Même si on le sait, les agriculteurs aujourd'hui, dans l'espace rural aussi, sont largement minoritaires et fabriquent encore en grande partie, mais des espaces qui sont pratiqués, qui sont vécus par des populations qui aujourd'hui sont majoritairement extérieures à l'agriculture, et que du coup, à partir de là, l'agriculture aujourd'hui, ou en tout cas une partie essentielle de l'agriculture, se retrouve quand même assez marginalisée ou isolée dans ces espaces, que ce soit physiquement mais aussi culturellement, qui est pour nous une question centrale. Et en même temps, on voit bien, l'agriculture a participé de fabriquer des sociétés qui sont de plus en plus urbaines, que plus une société est urbaine et plus elle est nécessairement agricole, c'est-à-dire au moins en termes de besoins nourriciers. Et pourtant, depuis plusieurs décennies au moins, on voit bien que le projet urbain et le projet agricole, ce sont ce que disait aussi Augustin, se sont séparés, se sont isolés, se sont pensés indépendamment l'un de l'autre, alors que pourtant ils sont totalement liés, on peut pas les dissocier. Mais on a bien vu, puisqu'il a été dit, que les villes se sont construites sans aucune vision agronomique, se sont déployées sans aucun regard sur les sols fertiles, en tout cas pratiquement aucun. C'est intéressant, oui. C'est-à-dire que les villes se fait aux dépens et puis on condamnait quelque part leur propre capacité à se nourrir, leur propre durabilité, en abandonnant ce regard nourricier, ou en tout cas cette part nourricière qui est indissociable pourtant du projet urbain. Et de l'autre aussi l'agriculture, on le voit bien, l'essentiel de l'agriculture, c'est aussi pensé de manière assez autonome, à quelque part aussi un peu revendiqué, cet isolement de projet et les outils qui lui étaient associés. On parle de la FNSEA, l'agriculture. On parle de l'agriculture peut-être conventionnelle, oui, c'est sûr, l'essentiel de l'agriculture qui aujourd'hui tient encore aussi la plupart des outils, des moyens, que ce soit pour la gestion du foncier, que ce soit sur les outils d'accompagnement du projet agricole, aussi financiers. Et en même temps qui sont pour l'essentiel des outils qui datent de 60-70 ans, qui ont été pensés dans un contexte d'après-guerre totalement différent et qui paraissent aujourd'hui totalement dépassés par rapport aux enjeux actuels qui sont à la fois même nourriciers mais aussi environnementaux surtout et également urbains. Mais la SAFER aujourd'hui participe au projet urbain. Moi j'ai des exemples de mise en nature, de participation de la SAFER au projet urbain en Ile-de-France dans le cadre du Grand Paris Express. On voit qu'on commence à avoir des formes d'hybridation entre Il commence à y avoir des dialogues entre ces deux projets, mais disons, là on parle d'urbanisme agricole. En tout cas moi le sentiment que j'ai, c'est que l'urbanisme agricole serait avant tout une manière de vraiment se faire rencontrer le projet agricole et le projet urbain, qui donc sont forcément communs, et de penser la ville à partir de l'agriculture, à partir de cette dimension nourricière, et qu'en même temps l'agriculture acquiert aussi consciemment cette dimension et cette épaisseur urbaine, et qu'on dépasse ce qui était un peu dit. C'est-à-dire on voit bien et on le sait que jusqu'ici on reste encore dans un cloisonnement, un zonage, une séparation des pensées agricoles, urbaines, des fonctions, et qu'on voit bien qu'aujourd'hui la question qui se pose, c'est d'arriver à faire en sorte que notamment le nourricier, en tout cas le vivant, devienne totalement transversal dans la pensée urbaine, dans la pensée aussi agricole, et qu'on soit dans une hybridation, en tout cas nous qu'on souhaite, totale, entre la dimension nourricière, la dimension urbaine, mais qu'on soit dans les centres urbains, dans les espaces aujourd'hui périurbains, mais aussi dans l'espace rural et dans les campagnes. C'est-à-dire de participer vraiment d'un même projet, d'une même vision, qui ensuite se décline en fonction de chaque contexte, de chaque particularité, de chaque dynamique locale et territoriale, mais disons dans un mouvement conjoint et commun entre ces différents espaces, et en allant vers un projet
agricole et urbain qui soit partagé à l'échelle de la société, qui soit transversal et qui soit aussi justement partagé par le plus grand nombre. Aujourd'hui, l'agriculture est quand même réservée à quelques-uns. On voit bien qu'une part de la population essaye de l'investir et essaye de justement s'en emparer, d'avoir ce rapport aussi au vivant, mais que justement on permette que l'agriculture devienne aussi horizontale et un bien commun et partagé par le plus grand nombre. Pour réconcilier ces deux projets, Laure Planchet, vous parliez des initiatives prises à Lyon notamment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, dans une espèce de vision optimiste de réconciliation entre ces deux visions, et qui nous servira peut-être de conclusion? Oui, donc le Grand Lyon a mis en place alors des outils de planification. Alors ça fait partie des outils. Il y a l'urbanisme de projet, mais il y a quand même aussi l'urbanisme de planification. On hérite du zoning, mais malgré tout, ça sert. Et donc a mis en place donc plusieurs outils. Alors, je suis désolée, je vais vous bombarder d'acronymes. Alors, je reprends mes notes parce que je ne les connais pas par cœur. Mais en gros, à l'est de Lyon, vers l'aéroport Saint-Exupéry, donc il y a une grande plaine, la plaine des Chers, et qui est sous pression urbaine très forte, comme on a à Bordeaux. Et donc, elle a mis en place donc plusieurs outils, les PENAP, les ZAP, les PIG et DTA. Alors, pour ceux que ça intéresse, ZAP, c'est zone agricole protégée. PENAP, c'est périmètre de protection et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains. Le PIG, c'est pas le cochon, c'est le projet d'intérêt général, et DTA, directive territoriale d'aménagement. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche et ça n'empêche pas complètement l'urbanisation. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un travail, comme on le soulignait à travers cette table ronde, on va dire. Enfin, on dialogue entre agriculteurs et urbanistes. Sur la question du projet de territoire, puisqu'en fait il s'agit d'avoir un projet de territoire commun et que ce ne soit pas un projet de territoire hérité du PLU ou du SCOT, où en fait c'est, surtout sur les PLU, un projet d'urbanisme et pas du tout un projet agricole. Et au niveau alors du côté de la Team Archi, comment ça se passe le dialogue avec les agriculteurs en agriculture urbaine, Parce qu'on vient de dire que peut-être la clé de la solution elle est là, et dans le dialogue entre le projet urbain et le projet agricole. Comment ça se passe quand on est architecte pour dialoguer avec des agriculteurs? Oui, ça marche. En fait, on a des nouveaux camarades de jeu. Effectivement, c'est des nouveaux partenaires. Et c'est des agriculteurs ou des pisciculteurs ou voilà, c'est nos partenaires et voilà, on travaille avec eux et on conçoit les projets directement avec eux. Et finalement, c'est quand même un point positif, c'est que quelque part, la ville, c'est quand même aussi une formidable opportunité pour les agriculteurs, parce que finalement, ils vont pouvoir distribuer directement aux consommateurs à l'intérieur de la ville. Non, on a des partenaires pisciculteurs qui, au lieu d'élever loin et d'amener leur stock mort à Paris, ils élèvent sur place et ils ont un stock frais disponible à tout moment. C'est quand même intéressant. Ça permet d'avoir une meilleure qualité, ça permet d'augmenter leurs revenus, parce que les agriculteurs, ils n'ont pas toujours des revenus extraordinaires. Et voilà, c'est... D'éviter la réfrigération des temps. Oui. Et ça permet, avec les cycles courts, d'améliorer, je pense, les revenus des agriculteurs, mais il faut l'organiser. Mais dans le projet architectural, vous dialoguez avec les agriculteurs avant de produire un bâtiment? Oui. Okay. En fait, le projet architectural a complètement changé de nature. Maintenant, on fait des projets qui, avant d'être architecturaux, sont programmatiques et urbains. Et oui, on fait des serres de culture maintenant. Oui, on fait des espaces de pisciculture. Oui, on fait des choses qu'on faisait pas du tout avant. Et voilà, c'est une autre façon d'aborder la chose et qui peut, dans le temps, amener à penser à faire exploser même certains modèles. C'est plus vraiment de l'agriculture, mais cette arrivée du vivant dans la ville, il va amener d'autres typologies. Par exemple, je veux prendre un exemple. À Tokyo, il y a un immeuble qui a été fait où ils cultivent des légumes à l'intérieur de l'immeuble de bureau. Du coup, c'est un peu pour le fun, c'est une agence de communication, etc. N'empêche qu'avec ça, ils ont fait des sortes de jardins intérieurs et qu'ils ont fait des bureaux qui sont beaucoup plus épais que des bureaux normaux. On peut imaginer que cette expérience fasse des petits
et que une typologie absolument standardisée, industrialisée comme l'immeuble tertiaire, son modèle explose Soit perméable à la suite d'expériences comme ça. Un autre exemple, les énergéticiens. Les énergéticiens, aujourd'hui, sont en train de se lancer dans l'agriculture hors sol. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'énergie à réutiliser. Forcément, les énergéticiens, ils sont au cœur du processus de construction. Ça va changer les choses. Donc, en fait, c'est des nouveaux acteurs, c'est même pas les acteurs traditionnels. Vraiment, la donne est en train de changer. C'est peut-être un peu pour le fun pour l'instant, mais en même temps, les gens investissent et ça peut. C'est le soubresaut de quelque chose qui va arriver, une tendance lourde. Avec les réinventer Paris et réinventer la métropole, je pense qu'on va voir arriver des choses vraiment différentes. Autant avec Pariculteurs, c'était des start-up, des jeunes associations, des associations d'habitants, etc. Et c'était des petites parcelles, petites, vraiment minuscules. Autant sur la métropole, on a maintenant des grandes parcelles. Donc ça commence à intéresser. Nous, on voit des partenaires qui sont des grands maraîchers ou des partenaires de la distribution des fruits et légumes qui commencent à s'intéresser à ça parce que ça devient une échelle rentable. La ville de Paris vient de lancer il y a quelques semaines un appel à projet pour cultiver le toit du projet de la Chapelle internationale, le centre de fret construit par Sogaris et la mairie de Paris. Et là, on est sur des surfaces de 7500 m². On commence à avoir des vraies parcelles agricoles intéressantes pour pour dire que ça commence à être un vrai modèle économique de faire pousser des légumes sur des toits. Est-ce qu'on pourra prendre des questions de la salle ou est-ce qu'on n'a pas le temps ? Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Non ? Ah, j'ai une question au fond. On va vous donner un micro. Là-bas. Alors, présentez-vous comme d'habitude. Je m'appelle Alex, je suis un zadiste, voilà, entre autres. Et puis j'ouvre des squats pour loger des sans-papiers, des personnes précaires. Donc les zadistes, on fait de l'occupation des sols à Notre-Dame-des-Landes, le Triangle de Gonesse, des endroits comme ça pour... Ça va, c'est bon pour empêcher l'étalement urbain, entre autres, ou des projets qu'on juge destructeurs pour les ressources économiques et les perspectives d'avenir pour l'humanité, notamment le problème des zones humides, du renouvellement des nappes phréatiques, de la lutte contre le dérèglement climatique, etc. Et du coup, moi, quand je vous entends, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas les chefs d'orchestre, on entend les professionnels et on discerne que finalement vous suivez la cadence qui vous est imposée par Vinci, les grands groupes et les politiciens qui leur sont acquis, à mon sens. Et on a l'impression que vous avez vraiment envie de croire à un changement qui aura lieu. Et je ne sais pas si vous avez vu l'article le livre de Bruno Latour là, qui vient de sortir, qui dit que le monde ne changera pas, que nous sommes des insensés et des fous et qu'on ira jusqu'au bout de notre folie en détruisant les paysages. Et donc voilà, moi ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes effectivement des spectateurs comme nous, mieux renseignés et qui nous dessinent des beaux dessins sur un mur pendant que les derniers espaces sont détruits, que les dernières nappes phréatiques sont détruites ? On a 70% des nappes phréatiques en France qui sont en deçà des niveaux, une crise jamais vue. Et voilà, tous les signaux sont rouges, richesse des plus riches, pauvreté des plus pauvres, destruction des terres arables. Est-ce qu'on peut changer le système en étant dans le système ? Est-ce qu'on peut changer la consommation frénétique de terres agricoles en étant soi-même acteur de la production urbaine ? Je ne sais pas pour qui est cette question, qui aimerait y répondre. Est-ce que c'est possible de faire la différence en termes de lutte contre le réchauffement climatique, de densification, en étant soi-même acteur de la production urbaine ? Pas tous à la fois. Rémi Génard, vous voulez répondre ? Oui, non, après, je répondrai en tant qu'agriculteur aussi, avant tout, sur cette question du sol. C'est sûr que moi, je trouve la question qui se pose aujourd'hui, c'est, notamment par rapport au projet nourricier, ou la question du projet nourricier, c'est qui le porte, qui le maîtrise, qui le partage, et même sur des questions d'agriculture urbaine, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie de l'agriculture urbaine ou de ces projets-là qui progressivement sont repris par des grands groupes, c'est sûr, qui commencent à s'emparer de ces projets. Et je pense que, en tout cas de mon point de vue, il est beaucoup plus souhaitable que ce soit la société civile qui arrive à porter ces transitions agricoles et que ce soit un projet collectif qui soit porté de manière horizontale
et le plus partagé possible, et d'abord par les habitants. Et enfin, je sais pas, moi en tout cas vers Roanne, on s'est organisé entre agriculteurs biologiques avec des habitants de ce territoire, en essayant de porter un projet où justement on porte un regard sur la ville, sur les sols nourriciers, où on essaye de proposer des solutions alternatives à des zones d'activité qui souvent portent sur il y avait un projet par exemple de 120 hectares d'une zone d'activité sur des sols très fertiles, et de plutôt proposer sur cet espace de faire un parc agricole, d'installer des agriculteurs biologiques pensés pour le territoire, et d'utiliser des sols pollués ailleurs pour installer d'éventuelles entreprises qui arriveraient, ou en tout cas de porter ce regard. Mais pour moi, c'est en tout cas les premiers acteurs qui doivent dire ça, essayer de le tenir et de le proposer. C'est d'abord la société civile, c'est les habitants d'un territoire, et voilà. Après, c'est sûr que c'est pas simple, et on voit qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent dans ces jeux-là, et c'est dur à contrer. Et même sur l'agriculture durable ou biologique, on voit bien aujourd'hui que sur les aides qui sont au maintien de l'agriculture biologique, elles sont aujourd'hui remises en cause. Et sur le projet collectif autour de l'agriculture, quelque part, la parole du citoyen, elle reste assez extérieure. Même sur la politique agricole commune, à quel moment on décide collectivement de ce qu'est la politique agricole commune, comment elle est orientée, vers qui elle est dirigée, et quel type d'agriculture ou de forme nourricière derrière on souhaite, et du coup quel type de paysage, quel type d'espace. Donc voilà, de mon point de vue, je le ressens vraiment comme ça. C'est compliqué d'arriver à tenir ça, mais je pense qu'il y a des moyens, ou en tout cas il faut essayer de le tenir, et d'abord dans des projets au maximum partagés, venant des habitants et des acteurs d'un territoire. Augustin Rosenstiel, comment on fait quand on est architecte et qu'on veut changer le monde? Est-ce qu'on peut non, changer le monde, on fait ça déjà avec les autres, voilà. Et je dirais que justement, voilà, nous notre posture aujourd'hui, c'est de dire que c'est plus la carte, et c'est ce que Latour dit. Alors il dit pas seulement qu'on est fou, mais il dit aussi, il nous invite aussi à réfléchir sur le fait que c'est peut-être plus la carte qui doit nous orienter pour concilier ces activités sur le territoire, et que c'est plutôt la question de ce travail collectif. Donc comment est-ce que les filières réparent tout ce que tu cites? Eh ben, c'est ce travail collectif qu'on doit faire ensemble, et le moment où l'on bâtit doit faire partie de ce processus-là. Si tu veux, je crois qu'il faut pas non plus qu'on caricature le bâtiment comme un outil qui va à l'encontre du vivant, quoi. C'est une fonction essentielle que l'on... Surtout si on densifie, comme sur les projets que vous portez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux bien Est-ce que vous voulez répondre répondre sur la question. En gros, c'est ce que tous autour de la table on essaie de faire changer les choses. Je pense que on est tous sur cette attitude-là, et on peut toujours faire changer les choses, et les choses finissent par changer. Enfin, on le voit sur l'échelle du temps. Des choses qu'on proposait il y a 5 ans, qu'on paraissait pour des fous, et voilà. Et ben maintenant, c'est quasiment devenu du standard. Pourquoi? Parce qu'on fait des expériences, et chaque fois qu'on fait une expérience, ça fait avancer d'un pas. Donc, effectivement, les grands groupes immobiliers sont en train de changer d'attitude. C'est pas par bonté d'âme ou parce qu'ils ont découvert que la nature existait. C'est parce que ils y sont forcés par la société civile à travers les politiques. C'est parce qu'il y a des demandes et que c'est imposé de faire des choses plus environnementales, plus expérimentales, etc. Sinon, ça ne changerait pas. On serait toujours dans le même produit financier, toujours le même à faire, parce qu'il faut loger des gens et on fait des mètres carrés, et le cahier des charges, ça serait ça. Donc, il y a quand même une chose qui est bien, c'est que la société civile, elle est en train de se mobiliser. On le voit, c'est en train de changer, les générations changent. Donc les gens changent, et forcément les politiques ils vont être obligés de suivre, et forcément à force de faire des expériences, les choses vont changer. Enfin, on espère très fort en tout cas. Oui, il y avait une autre question. Oui, Jean-Pierre Thibault, collectif Paysage de l'après-pétrole. On est une cinquantaine d'origines diverses, dont un membre éminent se trouve à la tribune d'ailleurs, Rémi. Et on a, c'est juste pour donner une référence supplémentaire en matière d'agriculture de demain, un groupe d'agronomes, Solagro à Toulouse, a fait des scénarios
pour voir comment on peut s'en sortir, comment on peut se nourrir en 2050. Ça s'appelle After, TERES, 2050. C'est extrêmement intéressant parce que ça montre à la fois que la solution est de deux ordres. La première chose, c'est de changer nos habitudes alimentaires, donc d'être le changement que nous voulons pour le monde en matière de consommation. Bon. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent les meilleures recettes agronomiques, tout ce qui marche et qui existe aujourd'hui. Et c'est assez... alors tout ceci reste un peu théorique, et ils ont souhaité, et on a répondu à cet appel, rendre ça tangible, visible, par le dessin de ce que ça pourrait donner dans l'espace. Ce scénario After 2050, on a appelé ça les campagnes d'After 2050. Il y a eu 3 grandes fresques qui ont été dessinées par 3 jeunes paysagistes membres du collectif, ce qui s'appelle le bureau d'études initiales. Et si on clique les campagnes d'After 2050, on trouvera ces fresques qui représentent la Beauce, parce qu'il fallait s'y attaquer, le bassin parisien, pareil, et la Thiérache, qui est un petit peu plus un système bocager. Et votre question ? Alors ma question, c'est d'essayer de voir de quelle manière on peut rendre appétant ce paysage que nous voulons pour les années futures en matière d'agriculture. C'est-à-dire qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Les gens n'adhéreront à ce projet agricole que si, par ailleurs, la dimension de la beauté est clairement affirmée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment imaginer le paysage agricole du futur ? Est-ce que vous voulez répondre ? Je vous remercie de parler d'appétence parce qu'excusez-moi, mais tout ce qui est hydroponie, pour moi, c'est pas très appétissant. Alors quand on peut pas faire autrement, d'accord, mais c'est bien pour ça que je milite pour la pleine terre, parce que quand même, je trouve que les tomates en pleine terre, pour peu qu'elles aient eu suffisamment de soleil et les salades en pleine terre, c'est quand même bien meilleur. Voilà. Après, la pleine terre, ça s'est toujours déménagé. Oui, les maraîchers du XIXe siècle ils déménageaient avec leurs terres, et on a cultivé dans les douves, on a cultivé sur les toits. Dans l'histoire, on a cultivé en pleine terre partout. C'est pour ça aussi que je pense que on est à un moment où on essaye de comprendre comment régénérer des sols et comment fabriquer de la terre arable vivante. On connaît encore relativement peu ce problème, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais en tout cas, on y va, et quand on y connaîtra un peu plus, ce ne sera pas le problème de la localisation de cette terre qui sera le déterminant, en tout cas, dans les lieux où l'on cultive ou dans les lieux que l'on habite. Voilà, encore une fois, cette terre se bouge. Oui, sauf qu'après, il y a quand même ce qu'on voit parfois point derrière l'agriculture urbaine ou ce qui se développe aujourd'hui, les questions du hors-sol. Il ne faudrait pas que ça se développe aussi aux dépens des sols fertiles qui, pour certains, ont des millénaires, se datent depuis des centaines de millénaires et qui ont mis très longtemps à se former, qui ont une complexité qu'on aura du mal certainement à reproduire, qu'on peut certainement peut-être approcher. Mais il ne faudrait pas, c'est-à-dire que ça rejoint ces questions de densité, mais surtout avant tout d'économie du sol nourricier, fertile, du sol en place, et qui veut bien dire qu'il faut avoir ce regard avant tout d'économie du sol, de sa vraie valeur, et du sol en place, et de l'économiser au mieux, et du coup de s'installer, ou que, s'il faut à un moment donné qu'on bâtisse sur certains sols, d'aller là où a priori sont les moins fertiles, et ensuite on pourra atteindre sûrement un projet nourricier plus en tout cas conforté, avec d'autres systèmes complémentaires, qui ne seront pas contraires à ces principes. C'est évident. En même temps, aujourd'hui, les sols les moins fertiles d'Île-de-France, c'est ceux où il y a la biodiversité la plus riche. Voilà. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas mélanger tous les débats, parce que si on commence à parler biodiversité et sol et agronomie des sols, c'est vrai que c'est deux sujets différents. Juste, quand je vois des arbres sur des bâtiments, je rappelle quand même qu'ils sont tributaires d'un arrosage et que ça les rend extrêmement fragiles. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à voir la végétation sous perfusion. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et l'avantage d'un arbre qu'on plante au sol naturel par rapport à un arbre sur une terrasse, aussi jolie soit-elle, c'est que le jour où il y a un problème technique, l'arbre, il est extrêmement fragile et il peut crever du jour au lendemain quasiment. Alors que quand il est dans la rue, en pleine terre, il se débrouille tout seul. Et pour moi, la nature, c'est ça. C'est comment les végétaux arrivent à se débrouiller à peu près tout seuls sans nous. Donc le projet 1000 arbres de réinventer Paris, c'est pas vraiment votre truc. Non.
Très bien, ce qui fait que la transition avec la question du paysage et de l'appétence pour le paysage, ça va faire notre transition avec le prochain débat, qui est donc sur la permaculture. Et donc je vous merci d'avoir suivi ce débat et je vous souhaite une bonne continuation de Biennale. Merci à tous. Et oui, parce qu'on continue tout de suite. C'est le même débat en